Et si Mahsa Amini devenait ce que Mohamed Bouazizi fut pour la Tunisie, une icône? 11 ans après le printemps arabe, des manifestations et affrontements avec les forces de l'ordre ont lieu en Iran, après la mort d'une jeune femme de 22 ans pour port inapproprié du voile. Bilan, plus de 40 morts et 1 millier d'arrestations. Alors jusqu'où peut aller cette contestation? Peut-elle aller jusqu'à mettre fin au régime des mollahs? Un vent de liberté peut-il souffler sur le sort des femmes iraniennes à l'avenir? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 26 septembre 2022, je vous propose de parler du vent de contestation actuellement en Iran. Des hijabs brûlés, symbole d'un pays qui s'embrase. La colère ne faiblit pas en Iran après la mort vendredi dernier de Mahsa Amini. Les manifestations se multiplient. Elles s'étendent désormais à une quinzaine de villes du pays. Dans plusieurs d'entre elles, les manifestants ont scandé des slogans hostiles au pouvoir. Des poubelles et des véhicules de police ont été incendiés. Elle s'appelait Mahsa Amini, avait 22 ans. C'est lors d'un séjour à Téhéran avec sa famille originaire du Kurdistan iranien que la jeune femme va être arrêtée. Motif, des cheveux dépassant de son voile. Une rigueur pas forcément appliquée dans sa province, mais qui vont lui valoir un séjour en prison. 3 jours au bout desquels Mahsa ne se réveillera pas. La jeune femme est envoyée aux urgences et décède à l'hôpital. La police iranienne parle d'un malaise, mais une grande partie de la population n'y croit pas. Et c'est à partir de ces obsèques que tout va commencer. Durant son enterrement, des dizaines de femmes enlèvent leur voile et crient mort au dictateur. Bilan, des dizaines de blessés et un mort. C'est alors le départ d'une contestation auquel fait rarissime, le président iranien en personne va tenter une sorte de médiation en assurant à la famille de mener une véritable enquête sur la mort de leur fille. Le ministre de l'Intérieur lui-même va sortir publiquement et affirmer qu'aucune violence n'a eu lieu à l'encontre de Mahsa. Pour le moment, nous n'avons pas de rapport indiquant qu'elle aurait été battue. Techniquement, les officiers n'ont rien pour frapper, même pas de bâton ni autre chose. Ce sont surtout des femmes qui s'occupent de ça. Seulement voilà, le ministre n'est aussi pas cru et des dizaines de vidéos d'interpellation par la police des mœurs vont tourner sur les réseaux sociaux pour montrer que les arrestations sont souvent violentes. 10 jours après la mort de Mahsa, d'autres jeunes femmes sont décédées, d'autres jeunes hommes également. Alors jusqu'où peut aller ce mouvement de contestation? Mon confrère Habib Al-Arti a interrogé Mohamed Badin El-Yataoui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université américaine de Dubaï. Ces manifestations peuvent-elles, selon vous, marquer un tournant en Iran et aller jusqu'à mettre fin au régime des mollahs? Alors, mettre fin au régime des mollahs, je resterai prudent. On a une mobilisation qui est très forte, avec une véritable évolution des slogans qui sont revendiqués là, lors de ces manifestations par rapport à des manifestations qu'on a pu avoir les années précédentes. Mais de là aller jusqu'à parler de la fin du régime de la République islamique qui existe depuis 1979, je resterai prudent du fait du caractère très bien organisé du régime, avec un appareil sécuritaire très fort, et aussi le fait que ce soit un régime qui n'hésitera pas à continuer à user de la violence contre les manifestants. Et justement, ce dimanche 25 septembre, le chef du pouvoir judiciaire iranien a menacé de ne faire preuve d'aucune indulgence envers les manifestants. La police tire d'ailleurs à balles réelles, notamment à Téhéran. Côté bilan, actuellement les chiffres varient. Certains médias parlent de 41 morts depuis le début de la contestation. Human Rights Watch parle de 54 morts. Mais au-delà de ces chiffres, Mohamed Badin El-Yataoui, il y a une véritable censure qui est opérée. Et cette contestation marque selon vous aussi une rupture générationnelle dans le pays. Alors là, on a un véritable élément qui est intéressant, c'est que quand je parlais de l'aspect sécuritaire, ils n'ont pas hésité à couper Internet pendant un certain nombre d'heures, il y a quelques jours. Moi, je connais des personnes étrangères qui vivent sur place, qui travaillent pour des ONG assez inquiétants, parce que voilà, on a maintenant des dizaines de morts, on a plus de une centaine d'arrestations, et on a en plus des coupures Internet qui existent, qui ont lieu
en plus de la violence physique. Et ça me paraît, au-delà de l'aspect purement sécuritaire, aussi très symbolique du fait qu'il y ait une vraie coupure entre la génération qui a fait la révolution de 1979 et la jeunesse actuelle qui représente, on a 80% des Iraniens qui ont moins de 30 ans. Vous voyez, donc ils n'ont pas vécu la révolution islamique et qui n'ont même pas vécu la guerre Iran-Irak des années 80-88, qui a permis un peu de solidifier le régime et sa base. Donc là, on a vraiment un nouveau paradigme avec une jeunesse qui n'a pas vécu tout ça et qui n'a pas envie de continuer à vivre avec ces différents carcans qui sont imposés par le régime. Mohamed Badine El-Yatawi, le régime iranien va-t-il poursuivre sa stratégie d'intimidation ? Alors, je pense que la capacité du régime iranien à être plus souple à certains moments et, on va dire, plus dur à d'autres dépend beaucoup du contexte politique. Là, on a un président, Ebrahim Raïsi, qui est un ultra-conservateur, qui va aussi vouloir, quelque part, s'imposer. Il est critiqué en Iran, même par les conservateurs, pour son manque de charisme, sa capacité, on va dire, c'est limité à faire de grands discours, etc. Il ne faut pas oublier qu'il fait partie des 2 favoris pour succéder au guide suprême, Khamenei. L'autre favori est le fils du guide suprême. Donc, il a besoin aussi de rassurer sa base. Et il ne faut pas oublier que quand il était ces derniers jours à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies, il a refusé une interview à une journaliste américaine à New York parce qu'elle refusait de porter le voile. Donc vous voyez que pour lui, il y a cette volonté toujours de vouloir rassurer sa base électorale, même depuis New York, vouloir montrer à sa base conservatrice en Iran que la question du voile reste, on va dire, l'un des ciments idéologiques de la République islamique. Moi, je dirais qu'il y a 2 grands, on va dire, symboles de la République islamique, même si c'est très réducteur. Il y a en interne le contrôle par la police des mœurs, et notamment sur la question du voile pour les femmes, ou du short pour les hommes, etc. Et il y a l'ennemi extérieur qui est les États-Unis. C'est les 2 grands, on va dire, bases idéologiques et ciments idéologiques de la République islamique. Donc je ne pense pas qu'on aura, à court terme en tout cas, une atténuation des différentes mesures répressives contre les habitants des différentes villes iraniennes. Alors comment expliquer cette contestation ? Pour notre expert, le facteur démographique y est pour beaucoup. Aujourd'hui, 80% des Iraniens ont moins de 30 ans. On a une jeunesse qui n'a pas vécu cette révolution-là, qui n'a pas vécu quelque part cette reprise en main de la société par Khomeini puis par Khamenei. On a une jeunesse aussi qui est beaucoup plus ouverte quelque part sur l'extérieur, beaucoup plus que le régime le pensait peut-être via les réseaux sociaux. Et on a aussi beaucoup, on va dire, de jeunes Iraniens qui souhaitent non pas uniquement vivre d'une façon plus libérale, mais aussi qui, quelque part, ne sont pas attachés au régime de la République islamique. Donc, il y a un véritable fossé qui s'est creusé entre les gens, on va dire, qui ont plus de 50 ans ou 60 ans et la jeunesse. Sauf que le rapport de force, entre guillemets, est inversé au sein de la société, puisque les jeunes représentent l'immense majorité, plus de 80%, comme j'ai dit, ont moins de 30 ans. Et en face de ça, en face d'eux, on a des gens qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, qui, eux, sont aux manettes. Donc, il y a un vrai fossé qui s'est créé entre, on va dire, les grands-parents et les petits-enfants, quelque part, si on veut schématiser. Et du coup, Mohamed Badine El-Yatawi, cette contestation, c'est une révolution des femmes iraniennes ou pas seulement ? Je pense que ça ne se limite pas uniquement aux femmes. Une partie des hommes iraniens aussi, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. Et c'est assez difficile de schématiser. Mais ce que l'on voit là, c'est qu'on a un certain nombre de provinces à différents endroits du pays qui sont en train de manifester. Et il n'y a pas uniquement des femmes, mais aussi des hommes. On a une partie de la jeunesse en général, quel que soit, qu'ils soient hommes ou femmes, qui souhaitent quelque part plus de liberté et surtout ne plus avoir de police des mœurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui je pense, dérange une partie très très importante de la jeunesse urbanisée. Donc on peut toujours essayer de distinguer entre les zones les plus urbanisées et les zones les plus, on va dire, rurales. Mais dans les zones urbanisées, on voit qu'il y a un véritable désir de la jeunesse étudiante, de la jeunesse qui commence à travailler, qui sort des études, etc., à un mode de vie et un style de vie beaucoup plus libéral, homme comme femme.
Pas une révolution uniquement des femmes, selon Mohamed Badine Al-Yatiwi, mais une révolution de la jeunesse qui peut avoir un impact dans la région? Alors, je pense pas que ce qui se passe en Iran aura un impact dans le monde arabe. La société iranienne est une société qui est très particulière, qui a quelque part, on va dire, ses propres codes, mais aussi sa propre évolution. Il faut pas oublier que si les femmes sont obligées de sortir avec un certain type de vêtements, c'est aussi un pays où on a plus de femmes qui étudient dans le monde universitaire que d'hommes. Ça, c'est quelque chose qui est assez minoritaire dans les pays arabes. Il y a des exceptions, ça reste assez minoritaire. Si vous prenez le taux de fécondité des femmes, même depuis la révolution de 1979, ça reste un taux qui a 2 enfants par femme, qui est le même que celui de la France, par exemple. Donc vous voyez qu'il reste assez faible, entre guillemets. Vous prenez dans le monde arabe, mis à part la Tunisie, qui est à 2, le reste, le Maroc et l'Algérie sont peut-être à 2,7, 2,8, mais le reste, si vous prenez les pays du Moyen-Orient, les voisins directs de l'Iran, Maghreb, ça reste assez différent aussi, vous avez des taux de fécondité qui sont beaucoup plus élevés, vous avez un taux d'employabilité des femmes qui est beaucoup plus élevé en Iran que dans les pays voisins du Moyen-Orient. Donc l'Iran a quelque part, on va dire, sa propre dynamique, qui est assez différente de celle des pays arabes autour, pour tout un tas de raisons qui remontent même à l'époque du Shah, et qui sont quelque part que le régime de la République islamique a essayé d'effacer dans la société, mais qu'il n'a pas réussi à gommer à l'intérieur des familles iraniennes et de la relation homme-femme. Donc l'Iran reste un pays, on va dire, à part dans la région, qui cultive quelque part aussi sa différence et qui est très différent des autres. Voilà donc 10 jours de contestation en Iran. Mais comment réagissent les pays du Moyen-Orient face à cette escalade des tensions en Iran? Alors, les pays du Moyen-Orient sont dans une situation où, quelque part, et je parle des pays arabes principalement, ils sont très contents de ce qui se passe en Iran, puisqu'ils sont plutôt habitués à voir l'Iran chercher à les déstabiliser via des proxys. Donc l'exemple le plus connu, c'est le Hezbollah au Liban, qui est un groupe chiite pro-iranien. On a le cas avec différentes milices chiites en Irak, etc., ou ce que le régime iranien essayait de faire à Bahreïn pendant un certain nombre d'années. Là, les pays arabes du Moyen-Orient regardent ce qui se passe et relaient les informations qui se passent avec une certaine gourmandise, on va dire, puisqu'ils voient ce régime qui cherche à les déstabiliser de différentes manières depuis des années être lui-même en proie à une déstabilisation interne. Après, vous avez la vérité, c'est que pour la plupart de ces pays-là, aussi pour Israël, qui est un autre acteur du Moyen-Orient important, la priorité, c'est pas ce qui se passe en Iran au sein de la société iranienne, l'évolution ou pas du régime et la répression ou pas. Ce qui est vraiment au cœur des discussions pour les pays du Moyen-Orient au sein des chancelleries et même au sein du régime israélien, c'est la question du nucléaire. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est vraiment la priorité. Est-ce que l'Iran a la capacité d'avoir la bombe? Il a de l'uranium enrichi, il a atteint un certain pourcentage. On pense qu'il a atteint le seuil pour avoir la bombe. Ça, c'est la vraie préoccupation. Les discussions, les débats et les bagarres politiques internes à l'Iran, pour le moment, si on voit qu'il n'y aura pas de changement de régime demain, fait sourire, mais pas plus que ça, pour le moment. Merci Mohamed Badine Al-Yatiwi. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université américaine de Dubaï. Et vous, pensez-vous que ce vent de contestation en Iran va faiblir, au contraire se durcir? Et jusqu'où peut-il aller? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LeScan et bien sûr le hashtag tel quel. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.